Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. On se retrouve dans le décor habituel pour un petit update lecture. Petit update lecture et puis un petit update, je ne sais pas si ça se dit, pour le cinéma, pour les films. Alors c'est pareil, hein, comme il y aura un décalage entre le moment où je vous filme la vidéo et au moment où vous allez la voir, le film sera peut-être plus à l'affiche, sachant que moi c'est surtout des blockbusters que je vais voir, hein. J'aurais voulu aller voir Jurassic World. En plus, on va y avoir tous les personnages du Jurassic Park. Enfin, je suis un peu verte, mais j'aurais pas le temps malheureusement d'y aller. Je suis un peu verte. J'aurais voulu mais bon, je vais attendre la vidéo. Parce qu'on va retrouver le professeur Grant, Ellie, le personnage joué par Jeff Goldblum, qu'on a vu d'ailleurs qu'on voit dans le deuxième Jurassic World. C'est un personnage qui est super génial. D'ailleurs, quand le film Jurassic Park était sorti, c'était le seul personnage qui était encensé, hein. Le film avait été assez cassé à l'époque quand il était sorti, donc dans les années 90. Ouais, voilà, c'est le seul personnage, parce que c'était le personnage, c'est vrai qu'il y avait une vision assez réaliste des choses, c'est-à-dire que c'était très dangereux de vouloir faire réapparaître les dinosaures sur notre planète, et ce qui s'avère assez vrai quand on voit la suite. Donc voilà, j'aurais voulu. Et l'autre jour, alors ils ont fait des dessins animés qui s'appellent Jurassic World. Parce que j'ai des enfants, évidemment, je le vois un petit peu aussi. Donc voilà, donc ça se passe dans l'univers de Jurassic World. Enfin, en même temps, ils sont dans les bulles comme dans Jurassic Park. Et puis, donc ils regardaient ça, ouais, ok. Et puis après, il y avait Lego. J'aime pas trop le dessin animé Lego parce que le personnage Lego, autant c'est sympa pour jouer, autant je trouve ça pas très jojo, mais bon, les enfants aiment bien. Et ils ont fait Jurassic Park aussi, je ne le savais pas. Donc, enfin, même pas Jurassic Park, Jurassic World. Donc, vous voyez les personnages Lego de Jurassic World, c'est comment Owen et je sais plus comment s'appelle le personnage joué par Bryce Dallas Howard. Il y avait même le professeur Grant, pas le professeur, si, il y avait le professeur Grant dans le deuxième épisode et dans le premier épisode, il y avait le professeur joué par Jeff Goldblum. Et en plus, ils avaient repris les voix françaises des acteurs. Alors ça, c'était super. Mais bon, j'aime pas trop le design, hein, mais je trouve ça super d'avoir fait ça en Lego. Donc je dis, mais enfin, en même temps, ils sont pas bêtes, hein, chez Lego, quoi. Tout est bon voilà, pour plaire à un grand public, parce qu'il y a vraiment tout. Vous avez les Lego City, vous avez les ninjas, vous avez, enfin bref, ça se décline à l'infini. Il y a une grosse poussière sur mon livre. Hein, comment ça se fait? Enfin, comment ça se fait? Je sais, je vous ai montré ma palle un peu dans ma précédente vidéo. Donc évidemment, les moutons de poussière ont tendance un peu à se glisser entre les livres. Donc là, j'ai terminé le livre Poutine, maître du jeu. Les mangas, je les entre-temps aussi. Je vais commencer Rue de Kim Thuy. C'est un livre qui date pas de hier, hein, qui est assez ancien. Je vais le lire dans le cadre de l'été Lisons l'Asie, qui est un challenge qui se déroule de juin à septembre, avec un menu, un fil conducteur. Bon, moi, je vais en lire qu'un seul par mois parce que je pensais pas le faire. Et puis en fait, j'ai vu une vidéo, ça m'a donné très envie. Donc pour le mois de juin, j'essaie d'en lire un par mois. Pour le mois de juin, j'ai lu Carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant. Il fallait un roman noir. Là, je crois que ça va rentrer dans le menu roman initiatique, quête initiatique. On va suivre. Alors il est très court, hein, vous voyez, c'est beaucoup des émotions je pense, et des pensées. Et on va suivre une jeune femme qui est née à Saïgon, je crois. Ouais, c'est ça, à Saïgon. Donc elle est née de parents riches. Au moment où les Français ont déjà quitté l'Indochine, ce sont les Américains qui sont là et elle va naître en même temps que la guerre du Vietnam. Donc elle, ses parents ne sont pas communistes, hein, ils sont classés bourgeois et anticommunistes, capitalistes, donc elle va connaître voilà, tout un périple pour arriver au Québec, au Canada ou au Québec plus précisément. Alors maintenant, elle vit à Montréal. Mais est-ce qu'elle arrive... Enfin bref, en tout cas, elle arrive au Canada. Voilà, donc c'est son histoire, c'est sa véritable histoire. Alors, il y a deux autres livres qu'elle a écrits, deux ou trois. Je ne sais pas si ce sont des suites. Je pense que je vais essayer de les lire aussi. C'est chez Liana Lévy, en maison d'édition. Rue, parce que j'ai vu sur le résumé, Rue, c'est un petit ruisseau chez nous. Et puis en vietnamien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous avez le sens français et le sens vietnamien. Ça veut dire berceau, berceau, bercé, berceuse, berceuse, bercée, voilà.
Et ça veut dire petit ruisseau en France. Voilà, donc je vais commencer. Bon, je pense qu'il va être très vite lu, hein, il fait même pas 200 pages, donc puis c'est assez grand, assez aéré, vous voyez les chapitres, donc voilà. Mais des fois, c'est pas toujours les plus faciles à chroniquer par la suite parce qu'ils sont assez intenses. Sinon, oui, je voulais vous parler d'un dernier film que j'ai vu, enfin le dernier film que j'ai vu au cinéma. Sans surprise, c'est Thor, Love and Thunder, pour bien mettre l'accent anglais. Il est un petit peu plus court que les autres, il fait 2 heures, hein. Généralement ça dépasse les 2 heures, c'est pas plus mal. Il y a toujours eu beaucoup d'humour dans Thor, mais alors je crois que celui-là, c'est le summum de l'humour. Beaucoup d'humour second degré, peut-être un petit peu trop par moment. Il joue beaucoup sur le kitsch, c'est fait exprès, hein, je pense. Peut-être trop aussi à mon goût. Alors, par exemple, vous avez le marteau de Thor Mjolnir et il a une hache qui s'appelle, je ne sais plus, je ne vais pas retrouver. J'ai l'impression d'avoir du carton-pâte. Autant dans les premiers Thor, on a l'impression d'avoir vraiment un objet très très lourd. Autant là, ça fait un peu carton-pâte. Vous avez même le Thunderbolt, qui est la foudre de Zeus. C'est pareil, ça fait kitsch à mort. Vous avez le truc tout doré en forme d'éclair. Enfin voilà, c'est fait exprès. Je pense que c'est bourré d'humour. Il y a plein de clins d'œil. Regardez bien parce que vous allez voir des trucs. Alors c'est apparemment des choses qui ont déjà eu lieu dans le précédent que j'avais même pas vu. Voilà, enfin c'est assez. Puis au début, on le voit avec les Gardiens de la Galaxie. Donc les Gardiens de la Galaxie, c'est pas non plus, ça se prend pas très au sérieux, donc c'est pas mal fait du tout. Si vous avez vu les extraits, vous savez qu'on revoit le grand amour de Thor, qui est Jane Foster, jouée par Nathalie Portman. Voilà. Et il m'avait semblé aussi que dans les extraits, j'ai dit, mais c'est Russell Crowe qui joue Zeus. Effectivement, nous avons Russell Crowe qui joue Zeus, puisque le grand méchant, Gore, il s'appelle, porte bien son nom pour le coup. Voilà, encore que c'est un méchant qui est plutôt sympathique au départ, on comprend pourquoi il prend cette voie-là. L'histoire commence par lui d'ailleurs, et par aussi par la cruauté et surtout l'indifférence des dieux vis-à-vis des gens qui les honorent. Alors, ça remonte des milliers d'années, voilà, ça commence des milliers d'années avant, hein, avant notre ère. On ne sait pas quand, mais voilà, c'est fait exprès d'ailleurs. Et voilà, et on voit le personnage de Christian Bale qui va s'emparer d'une épée qui va devenir le tueur de dieux. Voilà, il y a toujours des dieux avec un X au bout, il y en a plusieurs. Il y a toujours voilà, eu un tueur, mais sauf que l'épée qu'ils ont finit par les empoisonner, finissent par mourir. Et il y a le dernier porteur d'épée vient de mourir, et c'est Christian Bale qui va, voilà, je vous raconte pas tout, qui va s'emparer de l'épée, qui va devenir à son tour un tueur de dieux. Donc il s'attaque à plusieurs dieux, dont Thor. Il se rend dans la nouvelle Asgard, hein, qui est sur Terre, qui est dont le roi, pas la reine, on dit roi, tenu par Valkyrie, qui est un personnage que j'adore. Elle est super géniale. Et voilà, donc il vient dans la nouvelle Asgard pour s'emparer, pour tuer Thor, pour l'attirer dans la nouvelle Asgard. Pour ceux qui ont vu les anciens, les premiers Thor, vous savez pourquoi il y a une nouvelle Asgard, hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas vous spoiler. Donc il l'attire, voilà, dans la nouvelle Asgard. Et donc du coup, comme c'est un tueur de dieux, évidemment Thor va appeler les autres dieux, et vous avez une scène assez fantastique. Alors vous en avez plein les yeux, hein. Tout est en couleur, il y a des fleurs partout, c'est là où se rassemblent tous les dieux. Donc vous avez des dieux, on reconnaît certains dieux où on se doute de leur origine. Il y a pas mal de dieux amérindiens notamment, de tailles différentes. Enfin, je crois qu'il aurait presque fallu faire une pause. Vous avez appuyé sur pause sur le grand écran pendant le cinéma pour bien repérer. Bon, il y en a qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas, mais il y en a, voilà. Et c'était super comme scène. Et effectivement, nous avons donc Russell Crowe qui arrive en Zeus. Mais alors, moi j'étais pliée de rire parce que Russell Crowe n'a fait. Vous voyez comment il est, Russell Crowe. Moi je l'ai découvert dans Gladiateur. Voilà, c'était un très bel homme, très viril. Bon, maintenant il ne fait plus trop attention. Il est plutôt assez bedonnant. Là, il n'a pas fait d'effort pour le film, hein. Il est resté dans son physique naturel. Donc déjà, ça casse un petit peu l'image du dieu. Puis alors à un moment, donc il est habillé, il a une espèce d'armure qui fait, puis il a une tunique, hein, donc un truc assez court, voilà, comme les dieux grecs. Mais enfin, il y a un moment, il descend les marches en tenant sa tunique comme ça. Enfin, vous êtes obligé de rigoler, quoi. C'est vraiment, c'est super bien fait, quoi. C'est super bien fait. Alors c'est vrai que j'ai trouvé des fois, oui, il y avait peut-être un trop plein de kitsch et de second degré, mais il y a un moment quand même, j'ai failli aussi verser ma larmichette. Je me dis, mais c'est pas vrai, ça fait 2 fois que je vais au cinéma, 2 fois que j'ai envie de pleurer.
Puis quand même, je vais pas au cinéma pour pleurer, mais vous voyez, il y a des moments quand même assez tristes. Voilà, Christian Bale est très bien dans le rôle du méchant. J'aurais même aimé le voir plus. Enfin, moi, après, je suis une fan de Christian Bale, donc évidemment. Donc voilà, sachez qu'à la fin, parce qu'il y a toujours deux postes génériques, d'habitude, j'ai jamais le temps de les voir. Là, j'ai pu les voir tous les deux. En tout cas, pour le premier post générique, ça appelle à ce qu'il y ait un autre film avec Thor. En tout cas, ce sera pas le dernier, je pense. Voilà. Donc c'était pour la petite séquence cinéma, hein, si vous avez l'occasion voilà, d'aller voir ou de revoir ceux qui sont déjà sortis. Disons que c'est un super-héros, c'est un dieu, mais c'est celui qui se prend le moins au sérieux. Alors en plus, celui-là, il n'y avait pas Loki dedans, donc quand même, Loki est un personnage très important, hein, parce que c'est un méchant, mais moi c'est un méchant que j'aime bien, Loki, et j'adore l'acteur Tom Hiddleston qui le joue, donc voilà, ça... Mais j'y ai pas trop pensé. Peut-être le fait aussi qu'ils aient réintroduit le personnage de Jane Foster, je sais pas, enfin bref. En tout cas, voilà, c'est un bon moment de cinéma, du cinéma détente, plaisir détente. Voilà, donc sinon je voulais vous reparler alors des derniers livres que j'ai lus. La dernière fois, je m'étais arrêtée un petit peu avant... j'avais commencé à vous parler de Corps à cœur de Karine Bourri, où on suit, qui est un témoignage, où on suit l'histoire vraie d'une maman et de... Là, on va surtout focaliser, elle a 3 enfants, mais sur l'aîné, puisque ces 3 enfants sont atteints de RGO, de reflux gastro-œsophagien, hein, donc ça fait qu'ils régurgitent, ils vomissent tout le temps, quoi, tout ce qu'ils mangent. Derrière, il faut savoir que ça entraîne aussi des problèmes d'acidité qui sont très, quand même, très douloureux. Donc, ce que je vous disais, hein, on lit toute l'impuissance de cette maman face à la douleur de son bébé. Les médecins qui disent, enfin les médecins, les infirmiers, tout ce que vous voulez, qui disent non mais ça va passer, sauf que ça passe pas. Voilà, il leur faut des années avant de trouver, voilà, je vous l'avais déjà dit, hein, des médecins qui vont mettre enfin des mots sur ce qu'a vraiment leur fils et sur la douleur des parents aussi, parce que ils se sentent impuissants. Enfin, c'est terrible quoi de voir votre bébé souffrir et de rien pouvoir faire. Et un bébé qui se nourrit pas, il grandit pas, il dort pas bien parce qu'il vomit. Donc voilà, ils sont en pleine, ils construisent leurs neurones, enfin tout, enfin c'est tout le, enfin pas leurs neurones, mais enfin voilà, il y a plein de choses qui se construisent pendant voilà quand ils sont bébés et ils ont besoin donc de manger, de dormir. Donc quand vous voyez votre bébé qui ne dort pas, qui souffre tout le temps, enfin j'imagine l'horreur vécue par les parents. En même temps, c'est pas un récit, c'est pas là pour faire dans le pathos, c'est pour dire plaignez-moi, c'est au contraire, c'est vraiment un témoignage. C'est-à-dire qu'elle explique tout ce qu'elle vit. Il y a énormément d'émotions, hein. Moi, je me suis sentie mais complètement émue tout au long du récit. Ça a été, j'en suis encore bouleversée d'ailleurs quand j'y pense, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est un livre qui me tient aussi à cœur parce que voilà, je trouve que il faut aussi pouvoir écrire cette douleur, écrire tout ce qu'on a vécu. C'est pas évident non plus de témoigner, de dire les choses, parce que vous avez toujours du jugement facilement derrière. C'est ce qu'elle écrit aussi, c'est que les gens comprennent pas forcément. Elle dit quand on va avec nos enfants chez des amis, la famille, ils comprennent pas que non, il n'a pas le droit de manger ça. Non, il faut faire attention à ça. Oui, je le garde toujours sur moi parce que voilà, on sait jamais il peut vomir, il peut. Et puis le danger aussi d'un enfant qui, voilà, s'il est allongé, donc la position allongée ne lui va pas du tout parce qu'il a mal. Mais en plus, le problème d'un bébé qui vomit, si on s'en rend pas compte, il peut s'étouffer. Donc voilà, c'est quand même très très dur. En sachant que son petit frère et sa petite sœur souffrent de la même maladie. Donc voilà, et je pense que c'est aussi un témoignage, aussi une façon, je pense, d'exorciser les choses. Et aussi de dire à d'autres parents, voilà, vous n'êtes pas seul. Parce qu'on en parle très peu, comme beaucoup de façons de problèmes. L'autre jour, je voyais une émission sur un enfant qui avait voilà, plusieurs problèmes et les parents étaient obligés d'aller aux États-Unis pour le faire opérer. Enfin, ils parlaient avec d'autres parents, ils avaient créé une association. Et on voyait que les autres parents n'étaient pas au courant. Enfin, voilà, les médecins ne vous mettent pas au courant, ils ne vous disent pas qu'il y a ce qui se passe exactement, ce qu'a exactement votre enfant. Ils ne disent pas qu'il y a peut-être des solutions ailleurs. Alors effectivement, c'est pas évident parce qu'aller aux États-Unis, ça coûte un bras. Il faut dormir là-bas, il faut rester là-bas. Il y a de la rééducation à faire. C'est pas pris en charge, voilà. Il faut payer aussi le chirurgien et tout. Donc voilà. Et voilà. Et vous savez, c'est l'impression d'être un peu lâché, je pense, pour les parents, d'être lâchés dans la nature et d'être lâchés par le corps médical. Et c'est ce qu'on ressent aussi dans ce livre. Sauf qu'à un moment, elle finit quand même par tomber sur une bonne équipe. Mais après combien d'années, enfin, c'est voilà.
Et c'est très émouvant parce qu'il y a un rapport très fort qui se lie entre la mère et l'enfant. Et quelque part, ils puisent la force l'un dans l'autre. Quand il y en a un qui en peut plus, c'est l'autre qui lui redonne de la force. Parce que son plus grand, maintenant, a 10 ans, je crois. Donc il a eu plusieurs opérations. Vous imaginez pour un enfant de 10 ans déjà se faire opérer plusieurs fois. Et voilà. Et vous pouvez suivre leur histoire sur le compte Instagram ou le compte Facebook. De toute façon, je vous remettrai. Il suffit de taper le nom de l'auteur, hein, c'est Karine Bourri. Je vous remettrai de toute façon le nom. Si j'y pense, je vous mettrai le lien aussi vers Facebook et Instagram. Mais rien qu'en tapant Karine Bourri, vous allez tomber sur leur Facebook ou leur Insta et vous allez voir un peu leur vie au quotidien. Vie qui est pas facile puisque les frères et la sœur en souffrent aussi et que le grand en souffre encore. Et voilà quoi, c'est compliqué. Je pense qu'il peut pas faire de sport comme enfin voilà, il peut pas faire du sport comme il veut, il peut pas jouer comme il veut, il peut pas. Voilà, c'est vraiment, ça m'a bouleversée, ça m'a vraiment fortement émue. On peut vraiment pas rester insensible, quoi. Mais en même temps, c'est une belle leçon de courage, je trouve, et d'espoir, parce que jamais il n'abandonne. Les liens se sont fortement resserrés entre cette maman et son fils. Elle parle pas moins des deux autres, hein, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est. Mais voilà, en tout cas avec le fils aîné. Et voilà, je vous dis, ils puisent de la force l'un dans l'autre. Quand on le voit quand même avec un grand sourire alors qu'il vient encore d'être malade, on se dit, ça se voit pas à son visage, quoi. Et c'est bien, on se dit, bah voilà, c'est une belle leçon de courage. Voilà, c'est un témoignage bouleversant et vraiment une belle leçon de courage, d'abnégation aussi quelque part, hein, parce que c'est pas facile quand même d'avoir un enfant malade. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a. Un roman qui m'a. Pas un roman, c'est un témoignage, hein, c'est un récit de vie, c'est du vécu. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Vraiment très beau. Donc, il est très court, hein, mais il est tellement intense en émotion que. J'aurais pu en parler pendant des heures, je crois. Donc c'est pour ça, la dernière fois, je voulais. Voilà, je m'étais arrêtée un petit peu tôt, mais je voulais continuer à vous en parler parce que c'est vraiment voilà, un superbe témoignage. Alors, je vais essayer de vous trouver la couverture du prochain qui était aussi un e-book. Bah évidemment, j'ai pas tapé le bon truc. D'ammoniac, je vais me retrouver avec de l'ammoniac, c'est bien, c'est cool. En plus, celui-là, je voudrais quand même vous montrer la couverture. C'est Daemonius de Florina l'Irlandaise. On est dans l'urban fantasy. C'est le tome 2, c'est Heaven or Else, paradis ou enfer. Je voulais vous montrer la couverture parce que c'est l'agence Lore, LOR, qui fait les couvertures. J'ai déjà vu d'autres de leurs couvertures avec d'autres auteurs et je trouve qu'ils font des couvertures mais magnifiques. Elles sont vraiment superbes. Donc là, vous voyez hein, cette femme entre ange et démon avec des ailes blanches et on voit des ailes noires derrière. Donc là, c'est Heaven or Else. Donc c'est une duologie, hein, vous n'avez que 2 tomes. Encore que je trouve que la fin ouvre à un tas de possibilités, à énormément de possibilités. En plus, il y a un moment où on retrouve des personnages de l'autre saga de Florina l'Irlandaise qui s'appelle Féerelia. Là, on est vraiment dans. Moi, j'avais lu le tome 1, c'est l'année dernière. On est vraiment dans de l'urban fantasy et j'avais retrouvé. Il y a longtemps que j'avais pas lu d'urban fantasy et ça m'a fait plaisir de me replonger dans un roman d'urban fantasy. Et voilà, c'était vraiment sympa. Bon, l'urban fantasy, enfin, normalement, le pitch de départ, c'est entre l'urban fantasy, ce qu'on appelle la bitlit. C'est des romans comme Rachel Morgan, comme Succubus, comme Anita Black. Bon, ça, c'est des romans un peu plus anciens. Après, moi, c'est vrai que j'ai arrêté. J'en ai lu beaucoup à une époque, j'en ai moins lu. Il y a Les Sœurs de la Lune, que j'aime beaucoup aussi. Il y avait. Il y a encore du Rebecca Keane, je crois, qui est sorti. J'ai vu que les Rachel Morgan, là, on suit une sorcière. Ça a été repris par je ne sais plus quelle maison d'édition. Peut-être bien par une des maisons. Enfin, des collections de. Comment De Bragelonne. Parce qu'apparemment, moi, je m'étais arrêtée au tome 6, je crois. Je pensais que c'était la fin et apparemment, tout n'a pas été traduit. Hein. Donc, c'est le problème aussi avec Bragelonne. Là, ils ont été rachetés. Mais alors, quand un roman ne marchait pas, vous n'aviez pas la suite. Mais je vois que ça arrive encore. Hein. Donc, ça, c'est super sympa. Moi, je sais que Les Sœurs de la Lune, j'avais commencé la série. Mais j'ai été... pendant plusieurs années, ça avait arrêté. Alors qu'en fait, on suit à chaque fois, ça fait
on suit, il y a ces 3 sœurs et on suit une des sœurs en particulier. Il y a un fil conducteur tout au long de l'histoire et on suit une des sœurs en particulier. Et là, ça c'est normalement, vous avez la sœur aînée, la cadette et la benjamine. Et là, pouf, ça s'est arrêté à la sœur aînée. En fait, ils ont ressorti après des intégrales et enfin, ils ont sorti la suite. Mais je me suis dit, on va jamais avoir la suite de cette série. Et franchement, j'aimais bien, donc ça me gavait un petit peu. Donc, pour en venir à Daemonius, donc on est vraiment dans l'urban fantasy, c'est-à-dire que vous avez des créatures fantastiques qui vivent à notre époque et dans notre monde. Alors, dans la plupart des romans comme ça d'urban fantasy, c'est connu. Dans d'autres, enfin, les hommes, les humains le savent, dans d'autres, ils ne le savent pas. Ici, ils ne le savent pas à la base. En fait, on va suivre la fille celle qui n'a rien d'autre que la fille de Lucifer. Elle a fui les enfers. On va comprendre pourquoi elle a fui les enfers, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a très bon cœur. Donc, ça l'affiche un peu mal quand vous êtes la fille de Lucifer. Annabellia, j'étais en train de rechercher le prénom. C'est Annabellia, son prénom, enfin Bélia en fait. Voilà, et elle va faire la connaissance, donc avec elle a d'autres réfugiés des enfers, et elle va faire la connaissance d'un groupe d'hommes qui eux aussi voilà, ont trouvé refuge dans ce qui s'apparente de loin un camp, pas un camp, une salle d'entraînement de boxe, tout ça, de boxe, de boxe. Voilà, donc ils vont se rencontrer dans le premier, voilà, et il y a énormément de personnages, et ce qui était super, c'est que vous avez des démons, vous avez des sorciers, des sorcières, vous avez des vampires, des loups-garous, vous avez le diable, vous avez des néphilim, vous avez, il y en a tellement, vous avez des êtres hybrides aussi, voilà, qui sont des mélanges de créatures fantastiques. Et dans ce tome 2, en fait, ils vont se séparer pour retourner un peu vers leurs racines ou dans leur clan dans lesquels ils ont grandi pour justement réussir à réunir tout le monde pour vaincre Lucifer. Donc vous avez des scènes de combat qui sont quand même très bien faites. Il y a pas mal de scènes au début, bon, vous avez plutôt, voilà, chaque personnage va un petit peu, retourne un peu sur son lieu de naissance. Ça se passe pas toujours super bien d'ailleurs. Donc on découvre de nouveaux personnages. Il y a aussi beaucoup d'émotions puisqu'il y a des personnages voilà, qui disparaissent dans le tome 1. Certains, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, s'ils sont morts, s'ils sont vivants. Donc voilà, il y a toute cette émotion-là aussi. Puis surtout, on va apprendre de grandes révélations, notamment au niveau d'Annabellia, de ses origines. Voilà, on va un personnage central qui va aussi apparaître. Après tout, s'il y a le diable, il peut y avoir aussi son contraire. Enfin voilà. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire trop parce que ça se base beaucoup quand même sur l'action, même si il y a pas mal de sentiments. Puisqu'il y a des amours qui se sont créés évidemment entre les différentes créatures et notamment Annabellia. Et voilà, je ne vais pas vous en dire trop, mais il y a pas mal de scènes de combat et voilà, la fin est c'est assez fou la fin. C'est fou, mais dans le bon sens du terme. Vous avez quelque chose d'un peu. Vous allez me dire, oui, on est dans l'irréel évidemment parce que c'est des créatures fantastiques, mais il y a quand même voilà, quelque chose qui relève un peu du rêve et du cauchemar en même temps. Et voilà, ça donne un final assez scotchant. Et je vous dis, une fin qui ouvre. C'est une fin, hein, c'est une fin, mais en même temps, ça ouvre un champ de possibilités énorme. Donc voilà, auteur à suivre. Donc je vous dis, elle a déjà écrit la saga Féerélia. Elle a sorti aussi deux autres romans qui sont plus des comédies. Et puis donc il y a Daemonius, donc qui est fini. Je suis en train de tourner mon petit carnet pour ne pas oublier de livres. Pas oublier de vous chroniquer, enfin de vous faire chroniquer, mais de toute façon quand vous allez avoir la vidéo, quoi qu'il y en a que j'ai pas chroniqué. En fait mes lectures personnelles, comme j'ai pas le temps pour l'instant, je les ai pas chroniquées. Hein. Le dernier update lecture que je vous ai fait, non pas le dernier, l'avant-dernier, avec le voyage de Silka, Penthesilea, et puis et puis c'était les chiens de Détroit. Du coup, en fait, je n'ai pas fait de chronique. Je pense que j'essaierai peut-être faire des retours, mais des retours plus courts, parce que j'ai moins le temps, et voilà, faire des chroniques plus développées évidemment pour les services presse, hein, ce qui est normal. Voilà. Donc, le deuxième roman,
Si, c'est le deuxième roman, parce que le premier, c'était un témoignage. Ah là, je me suis pas trompée. Voilà, donc le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Dania, les deux royaumes. Donc ici, on est dans de l'héroïque fantasy. Alors, je sais pas si on peut dire d'heroic fantasy, parce que normalement, l'heroic fantasy, les références sont médiévales. Enfin, après, je sais pas si c'est gravé dans le marbre, hein. Là, comme vous le voyez, on est plutôt dans des références de l'Antiquité gréco-romaine. Alors, voilà, c'est de Olivier Hérol et c'est aux éditions Les Trois Colonnes. J'ai beaucoup aimé justement parce que pour une fois, on est dans de la fantasy qui se réfère plus voilà, à l'Antiquité gréco-romaine. Mais pas, parce que j'ai lu des livres où il y a des références aux dieux gréco-romains, ils sont très à la mode, hein, les dieux gréco-romains, ça revient très à la mode en ce moment, mais ça c'est super. Mais qui se passe quand même à notre époque, hein, on est plus vers de l'urban fantasy, là on est vraiment dans de la fantasy, c'est-à-dire que ça se passe dans un autre monde, qui prend ses références dans l'Antiquité gréco-romaine, mais qui est clairement dans un autre monde. En fait, je me demandais si c'était un tome 1 ou pas. Et je voyais les pages défiler. Je me suis dit, ah, c'est un tome 1. Et j'étais frustrée parce que je me suis dit, je vais pas savoir la fin. J'ai très envie de connaître la suite. C'est très frustrant. C'est très frustrant. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer un petit peu voilà, ma lecture. En fait, au départ, on est dans quelque chose d'assez simple. Voilà, il y a les deux royaumes, c'est tout simplement parce qu'il y a le roi de Dania Ouest et le roi de Dania Est. Alors, on va surtout s'arrêter sur Dania Ouest. Je ne sais pas si je vais retrouver le nom du roi. Le roi, c'est Igita Ier. Voilà. Il faut savoir que les Danaïens, avant de se séparer en deux royaumes, comment dire, ont fait alliance pour lutter contre leurs ennemis. Est-ce que je vais retrouver le nom? C'est terrible quand vous cherchez comme ça les noms. Les Mèdes, voilà, c'est ça. Donc ils se sont alliés pour lutter contre les Mèdes qu'ils ont réussi à repousser. Bon, ils les ont repoussés, ils sont encore là quand même, mais ils ont réussi quand même à les vaincre. Puis ensuite, ils se sont séparés en deux royaumes, hein, donc Dania Ouest et Dania Est. Et on va suivre le fils du roi de Dania Ouest, qui s'appelle Djeko, et qui est gouverneur d'une province. Alors, c'est vrai que ça fait penser ça à l'Antiquité romaine, où vous aviez, alors c'était pas des princes qui gouvernaient, mais vous aviez voilà, des gouverneurs dans chaque province romaine. Et lui s'inquiète un peu de ce qui se passe. Alors, c'est l'Azérie, voilà, là, en deux mots, l'Azérie, la province qu'il gouverne, parce qu'il y a eu beaucoup de sécheresse. Donc, qui dit sécheresse dit récolte peu abondante, dit famine, dit révolte, parce que les gens ne sont pas nourris. Donc là, c'est un petit peu tendu. Mais le point de départ est assez simple hein, quand même. Hein. Vous avez juste Djeko voilà, qui s'inquiète de ce qui peut se passer dans sa province, qui s'inquiète un petit peu des révoltes qui peuvent arriver. Qui s'inquiète aussi d'une possible invasion de leurs anciens ennemis, les Mèdes. Alors, bon, ça paraît il va voir le roi, hein, son père. Il fait part de ses craintes, mais tout le monde dit moi, non, attends, les Mèdes, c'est bon, on les a vaincus, ils vont plus venir nous embêter, là, c'est bon, arrête avec ça, quoi. En gros, c'est ça, on lui dit. Hein. Moi, je vous la fais à la sauce 21e siècle, mais en gros, c'est ça, quoi. Tu dis n'importe quoi, et voilà. Et dans le même temps se passent les Jeux qui sont un peu l'équivalent des Jeux Olympiques qui ont commencé en Grèce antique, hein, bien que les origines sont là. Et ça, c'était vraiment super, je trouvais, de retrouver les JO avec leur esprit, voilà, leur esprit sportif, un très bon esprit, quoi, vraiment un esprit de jeu, mais dans le bon sens du terme, de sport, de respect des règles, respect de l'adversaire. Ces jeux, en fait, opposent Dania Ouest et Dania Est, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même des rivalités entre les deux royaumes et que c'est un peu tendu entre les deux royaumes. Et c'est tout ce qui intéresse le père de Djeko, et notamment dans ces jeux peut participer qui veut. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien trouver des princes, des nobles, que des hommes du peuple. Et ça, je trouvais ça super. Cette idée de créer des JO, parce qu'en plus, c'est un peu ça, enfin, des JO, ouais, j'appelle ça je dis, ma langue fourche des JO olympiques. C'est des jeux, en fait. Mais voilà, c'est vraiment l'esprit des Jeux olympiques, quoi. C'est vraiment, au départ, c'est tout le monde pouvait participer. Et voilà, vous avez on suit des hommes du peuple, et qui vont quand même monter, voilà, qui briguent, c'est pas la médaille d'or, mais la première place. Et en même temps, le roi, enfin, oblige son fils Djeko à participer à ces jeux.
même si on n'a pas très envie parce qu'il est préoccupé par autre chose. Voilà, donc vous avez ça. Alors vous avez en même temps, alors au tout début, vous avez un world building qui se met en place tout doucement. Sur le coup, ça m'a paru un petit peu de longueur et en fait, les jeux sont venus amener, ont amené pas mal de dynamisme. Du coup, ça, voilà, ça, vous avez ce world building qui se construit, vous avez les inquiétudes un peu politiques, et puis voilà, il y a tous les jeux à côté. En même temps, on découvre aussi, j'ai bien aimé aussi la façon dont les femmes étaient représentées, parce qu'on est dans une société patriarcale hein, quand même, mais c'est des femmes qui sont inquiètes au sujet des leurs, au sujet de leur patrie aussi. Vous avez des guerrières, vous avez aussi des épouses, des filles, enfin voilà, et elles sont pas là en tant que faire-valoir, quoi. Elles ont vraiment un rôle à jouer. Et en fait, d'un seul coup, le roman prend un tournant complètement inattendu, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un... Là, par moment, ça me fait penser à Game of Thrones au niveau des manipulations politiques. On va vraiment rentrer, vraiment un tournant de manipulation, de manigance politique qui va se mettre en place, mais quelque chose d'assez tortueux quand même. Et j'avoue que moi, ça me fascine toujours, ça, de voir comment l'être humain peut penser, je vais faire ça pour que ça entraîne ça et que ça entraîne ça, et au final, on va penser que je suis en train de me planter, mais non, j'ai fait exprès pour arriver à ça. Et c'est vraiment, je me dis, mais à quel point il faut avoir l'esprit tortueux pour arriver à ce résultat, quoi. Donc et franchement, à ce niveau-là, c'est passionnant, et c'est pour ça ma grosse frustration à la fin, parce que évidemment, ça s'arrête en plein comme ça, en plein boom politique, et voilà, et vous savez pas la suite, donc voilà, mais c'est vraiment super passionnant. Voilà, il y a un très beau world building, il y a l'esprit des jeux qui est là, qui est super bien représenté, et vous avez toutes ces manipulations et manigances politiques qui sont vraiment super bien écrites, super géniales, et vous êtes pris dans le livre, vous n'arrivez plus à le lâcher. Donc vraiment, c'est voilà, pour un premier tome, voilà, j'ai hâte de voir quelle suite va nous faire l'auteur, dans quel chemin vont prendre ces personnages. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour ce update lecture. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour avoir voilà, les autres vidéos. Voilà. Puis je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous souhaite de belles aventures livresses. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.